et bienvenue sur Europe 1, c'est Sophie Peters. Je suis très heureuse de vous retrouver toutes les nuits durant ce mois d'août pour ces 2 heures de libre antenne. Je suis avec vous pendant encore toute cette semaine jusqu'au 20 août. Vous retrouverez Caroline Dublanche à son retour de vacances le 23 août. Europe 1 vous ouvre son antenne en direct au 39 21. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin pour discuter entre nous de ce qui vous préoccupe ou vous rend heureux en ce moment, pour parler pourquoi pas de vos vacances ou de votre travail. Malheureusement pour les Parisiens et ceux de l'hémisphère nord, je ne suis pas en mesure de vous amener le soleil et j'en suis vraiment désolée. Juste un peu de chaleur dans votre cœur, ce sera déjà pas mal. Vous serez accueillis au standard ce soir par Théo et Quentin avec toute leur gentillesse et leur professionnalisme, sous l'œil attentif de Fabrice Fougerouze. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 21 21, en commençant votre texto par le mot nuit, ou envoyer un mail sur le site europe1.fr à l'émission Libre Antenne. J'attends vos appels sur le 39 21. Europe 1, Sophie Peters. Et nous accueillons tout de suite Frédéric. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir. Je vous écoute depuis longtemps, depuis quelques temps, et je me suis dit que j'allais appeler parce que vos conseils sont assez intéressants. Alors moi, je suis dans une situation particulière. Enfin, je sais pas trop comment. C'est un peu gênant de parler de ça. J'ai été autonome pendant 20 ans et j'ai été licenciée en 2007. Et depuis ce temps-là, j'arrive même pas. Enfin, tout ce qui m'est arrivé, c'était un vrai cauchemar. Alors c'était alternance de choses parfois qui arrivent, qui sont des miracles, et puis d'autres fois, je me dis, j'y arriverai pas parce qu'en fait, j'ai des problèmes familiaux depuis longtemps. Mais le problème, c'est que quand j'étais autonome, je m'en apercevais pas trop, puisqu'on se voyait comme ça, et puis on se fréquentait pas beaucoup. Mais depuis que j'ai perdu ce logement, j'ai eu du mal à en retrouver un autre parce que je fais beaucoup d'intérim. Et en fait, j'ai pas du tout envie de payer ce que je payais avant, voire 2000 €, et je me suis retrouvée carrément dans ma famille. Et là, je me suis aperçue, en fait, que ma famille ne veut pas vraiment de moi, quoi. Et c'est vraiment très, très dur pour moi, quoi. Ouais, c'est douloureux. Oui, ça fait une spirale un peu infernale, là. Ouais. C'est une spirale infernale, mais vraiment infernale, parce que finalement, on est découragé, on reprend le boulot, mais moi, je sais jamais où rentrer. Alors, on m'a mis dans un studio. Bon, à la limite, on m'a dépanné, mais bon, c'est 7 mètres carrés, il y a pas de toilette. Après, moi, je travaille vraiment, j'ai un poste important. Le soir, pour aller faire pipi, je vous dis pas quelle est l'histoire. Enfin, c'est insupportable. Et en fait, vous n'avez pas retrouvé de job équivalent après votre licenciement, c'est ça ? Non, pas vraiment, non. Là, je retrouve des missions, mais j'étais anéantie. Oui. Alors maintenant, je dois dire qu'après, j'ai eu la mort d'un proche qui m'a encore plus anéantie. Je dois dire que maintenant, avec le CV que j'ai, c'est vrai que j'ai beaucoup de capacités, beaucoup de compétences. Je reprends espoir. Et en me battant contre ma famille, contre les uns et les autres, je reprends espoir. Mais c'est tellement de bataille que, si vous voulez, ce soir même, je suis sortie à Paris, j'ai dû rentrer en taxi parce que j'arrive même plus à tenir debout. Mais moi, je trouve que c'est malheureux, finalement, d'avoir une famille. Parce que j'avais des grands-parents exceptionnels et j'avais pas été préparée du tout à voir ça. Et ma mère a toujours quand même préféré ma sœur. Et donc, quand j'entends ma tante qui me disait, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, ma pauvre, on sait pas. Enfin, moi, ça me choque. Et puis après, elle me dit, mais t'es complètement malade. Mais je me dis, mais... Et en fait, tout ça, c'est des histoires, quand même. J'ai l'impression d'argent, parce que, bon, ma sœur, elle gère un peu l'argent de ma mère. Enfin, bon, c'est hallucinant. Elle est plus jeune? Vous êtes l'aînée ou vous êtes à quelle place? Je suis l'aînée, moi. Vous êtes l'aînée. En plus, moi, j'ai rendu service à tout le monde toute ma vie. Alors, bon, c'est vrai que je m'attendais pas à des remerciements, mais bon, au moins... Avant votre licenciement, vous aviez de bons rapports avec votre famille ou... Non, ça n'a jamais été très proche. Et vous avez des amis, Frédéric, ou un cercle? Non, des amis, non. J'ai toujours beaucoup d'amis, mais j'avoue que depuis la mort de mon beau-frère, disons que la société en général m'intéresse plus beaucoup pour des raisons personnelles. Et j'aime beaucoup lire. Je me fais toujours des amis parce que je suis sociable. Alors tous les gens me parlent. Je dois avoir quelque chose parce que les gens me parlent dans la rue. Oui, mais vous n'avez plus envie de mettre de l'énergie, c'est ça, dans la relation? Non, plus. Puis les gens, ils vous appellent souvent. Si vous voulez, quand on entend votre voix douce et tout, on rêve presque, on se dit, oh là là, mais quelle voix extraordinaire. Mais tout le monde n'est pas comme vous, madame. Vous voyez, quand vous avez des amis qui vous appellent en vous exposant tous leurs problèmes, alors que vous, déjà, vous savez même pas par où commencer. Parce que la réalité du logement en France, alors on m'a proposé, c'est vrai, des logements à 800, 900 €. Bon, après, il faut avoir envie de repayer ce que j'ai payé pendant des années. Et vous avez pas d'enfant, Frédéric? Non, si? Non. Et ni d'homme dans votre vie ou un compagnon? J'ai un ami qui est médecin, qui est un homme assez aisé, mais on va dire qui vous soutient, Non. Vous savez, comme tous les hommes,
il est un peu irresponsable. Alors, je peux pas dire qu'il m'aime pas. Il m'offre toujours des cadeaux, des petites choses. Mais de là, si vous voulez, à vraiment s'investir dans la relation. Et vous n'avez pas d'aide au logement ou de choses comme ça pour... Non, en fait, quand je gagne ma vie, je gagne plus de 2500 euros. Quand je la gagne pas, je peux descendre en fin de droit à 390 euros. Comme j'ai toujours tout accepté en intérim, ça passe de 2500 à 3000, de 3000 à 1500. Pour moi, l'essentiel étant de travailler. J'ai une vie quand même professionnelle qui est ponctuée de belles références, mais un peu chaotique, si vous voulez, au niveau de l'intérim, même si je suis très sérieuse. Alors, du coup, j'ai beaucoup raté d'occasions dans ma vie, mais ça, je vais pas pouvoir revenir en arrière, vous allez me le confirmer. Oh non, je vous confirme rien du tout. C'est pas l'idée de revenir en arrière, c'est d'aller en avant. C'est tout, ça la question, vous voyez, Frédéric. Alors c'est vrai que, oui, non, alors là où vous avez raison, et c'est tout le problème en avançant dans la vie, c'est que, vous savez, on est un peu comme des couches de terrain, comme des sédiments. Alors, effectivement, plus on avance, et si on prend pas mal de coups, un coup s'ajoute à un autre coup et un autre coup, puis à un moment donné, on n'arrive plus à supporter. Et tout d'un coup, il y a une faille, vous voyez. Oui, on m'a dit que je rebondissais toujours, ce qui a l'air vrai. Oui, jusqu'au jour où ça fait trop et on en a assez. Donc je vous sens effectivement un peu lasse, un peu en énergie, vous voyez, basse. Bon, forcément, c'est vrai que et puis c'est souvent des conjonctions. Vous parlez de l'emploi, après la famille. Quand on est fragilisé dans une situation, les autres situations qui étaient déjà, vous voyez, pas forcément bien fermes, elles vous fragilisent aussi. Donc tout ça crée des nœuds. Hein? Alors, j'ai quand même de temps en temps, là je vais partir un peu en vacances. Oui. Alors, si vous voulez, par rapport à mon procès, c'est vrai que j'ai entamé un procès. J'ai appris que ma patronne avait été sanctionnée. Alors, c'est vrai que je m'inquiète un peu. Alors, je sais pas si vous pourrez me l'expliquer. Elle a été sanctionnée pour des sommes astronomiques. Et j'avais prié qu'il lui arrive malheur. Mais ça, c'est très triste pour moi d'en arriver là. Mais quand les gens m'ont fait tellement de mal, je me dis, moi, qu'est-ce que je peux espérer d'autre que de prier pour que ces gens... C'est pas du tout mon habitude en plus, donc je suis complètement désarçonnée parce que je me dis, mais comment t'as pu prier tous les jours pour que cette femme, il lui arrive malheur? Et je m'aperçois sur Internet qu'elle a effectivement du souci à se faire et je m'en réjouis. Et ça, c'est pas bien. Mais j'ai acquis une telle haine, parce que, en plus, quand on est rejeté dans sa famille, on sait plus où aller, on traîne dans les rues. Et Frédéric, vous avez... Oui, ça m'ennuie, là, tout ce que vous racontez, parce que, vous voyez, je vous sens prête à décrocher, à plus mettre de l'énergie pour vous, parce que, à un moment donné, on attend, quand on va très mal, on a tendance à attendre que les autres vous prennent en charge. On m'appelle tous les jours pour du travail, et je me rends à mes rendez-vous. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire que non, je me défends. Par exemple, j'ai saisi le juge d'affaires familiales. Oui. Et donc, vous voyez, je fais quand même des démarches par rapport... oui, parce que... Et votre famille, vous l'avez confrontée à Oui, qu'est-ce que vous avez tenté avec eux dans le dialogue? Alors, j'ai tenté la médiation familiale. Alors, en fait, la médiation... mais l'aspect juridique? Quand vous dites médiation familiale, avec un psy, avec un... Non, avec l'aspect juridique, oui. Et donc, ma mère a dit qu'elle voulait pas qu'elle voulait pas parler de ses revenus, puisque moi j'étais en fin de droit à l'époque et que comme elle veut pas montrer ses revenus, ça a tourné court, puisque pour le barème. Et il n'y avait pas moyen de, vous voyez, sans passer par la voie juridique, d'essayer de... Non, parce que justement, c'est ce que la dame a dit, vous êtes en train de dire que vous voulez pas de votre fille, mais comme votre fille, elle veut pas aller à la rue, vous êtes obligé de l'accueillir, parce qu'il y a des articles du Code civil qui protègent, quel que soit l'âge des personnes. Mais moi, je vais retrouver un emploi, mais c'est vrai que aujourd'hui, je suis confrontée à des employeurs qui veulent que je sois parfaite sur toute la ligne. Ah oui. Et que moi, j'habite dans un truc sans toilette. Bon, c'est déjà gentil de m'avoir prêté ça, mais je peux pas passer, depuis 2 ans, je passe ma vie avec des sacs. Et vous pouvez pas, trouver un emploi un peu plus stable, quelque chose, vous dites, vous avez des bonnes références. Vous voyez, un paradoxe dans ce que vous racontez, c'est que d'un côté, vous dites, professionnellement, j'assure quand même pas mal, j'ai des références, et puis, de l'autre, vous fragilisez. Donc, il y a quelque chose qui colle pas. C'est pas vraiment ça, c'est que trouver un CDI aujourd'hui, c'est pas si simple. Les gens ont plutôt tendance à vous licencier, à vous maltraiter, qu'à vous prendre en CDI, il faut quand même le reconnaître. Et puis, d'autre part, on a beau être, vous savez, il y a des docteurs aujourd'hui en physique moléculaire qui se retrouvent au chômage à 4 000 euros par mois, à 1 500 euros par mois, donc faut pas rêver. Comme la greffière a dit à ma mère, vous savez, votre fille, elle peut rester 3 ans au chômage, qu'elle erre dans les rues du matin jusqu'au soir, ça sera pas possible que ça continue. Donc c'est vrai que là, je fais la démarche un peu tard.
Et je suis vraiment très attristée, mais en même temps, moi, tous les jours, j'écoute des choses nouvelles, comme quoi ma mère dit qu'elle est exonérée d'impôts alors qu'elle vit dans un luxe absolu, mais qu'elle aime pas sa fille, en fait. Et que maintenant, mais alors là, oui, mais bon, Frédéric, vous avez 47 ans, c'est ça, hein? On dépend. Voilà, enfin, je suis un peu désolée de vous le dire un peu brutalement, mais attendre de ses parents à 47 ans, voilà, les dés, ils sont jetés, c'est joué, quoi. Ok, c'est peut-être très triste qu'elle s'occupe pas bien de vous et qu'elle ait pas un peu plus d'empathie parce que c'est votre maman, mais il y a un moment donné, il y a un âge où on n'a plus à attendre de ses parents. C'est ce que vous dites, parce que la médiatrice familiale m'a dit que à tout âge, en fait, elle a dit à ma mère que j'étais tout à fait, il fallait que je fasse une procédure parce qu'à tout âge, on peut être en difficulté. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, Frédéric, mais à partir du moment où l'aide, vous l'avez pas, la réclamer vous créerez beaucoup plus de confiance en vous-même et d'autonomie pour vous, de vous débrouiller. C'est facile à dire quand on a un logement à Paris, mais quand on en a oui, pas, c'est facile à dire. Vous dites vous-même que professionnellement, vous vous débrouillez pas mal. Donc, vous voyez, vous avez déjà tout dans votre manche. Mais je suis d'accord, mais ça veut pas dire il y a une contradiction. Que je vais trouver un CDI demain. Non, ça veut pas dire ça, mais ça veut dire qu'en enchaînant des missions et en étant un peu plus stable et en attendant moins de l'extérieur, vous arriverez plus à vous ancrer dans quelque chose à vous. Alors là, il y a Isabelle qui envoie un texto qui dit et pourquoi pas aller travailler et vous loger en Provence Bien sûr que si. Je suis là-dessus finalement, oui, ou en Allemagne parce que je parle très bien l'allemand. Voilà. C'est ça, c'est la bonne idée, c'est ce que moi m'avait dit mon syndicaliste. Oui. Vous voyez, Frédéric, parce que là, il y a un paradoxe entre un bon niveau de province, on me propose du travail à Paris, figurez-vous. Ah bon. Et que le gros de mon travail en tant qu'assistante de PDG, il est à Paris. Ouais. Alors moi, je veux bien aller en province. Bon, pourquoi pas l'Allemagne, mais il y a un paradoxe entre un certain niveau. On peut pas aller en province sans travail, madame, non plus, c'est ça. Oui, mais vous avez... J'ai personne en province qui peut m'accueillir, si ce n'est que c'est plus facile de trouver un logement et c'est moins cher. Oui. Mais vous avez déjà un certain niveau d'autonomie par votre intellect, vous vous exprimez bien, vous avez un certain niveau... Voilà, donc vous êtes capable, vous voyez, vous êtes capable. Il y en a, ils le sont pas. Oui, donc quand on est dans votre situation, vous êtes sévère avec moi, hein. Non, j'essaye de vous confronter pour que vous ne tombiez pas dans la victimisation et pour essayer de vous dire que vous pouvez vous faire confiance. Il y a un souci où vous voulez dire que, comme dit mon médecin, par exemple, vos parents, putain, si vous êtes encore là, moi, je peux pas vous aider parce que ça commence à bien faire, quoi. Ça fait des années que vous parlez d'eux, des années qu'ils vous rembarrent et des années que vous comprenez rien. Alors, foutez-moi le camp du cabinet, vous reviendrez quand vous aurez... C'est ce qu'il vous a dit, votre médecin? Oui, mais il n'a pas tort. Vous voyez. Et mon avocate, elle me dit, tu me passes de 390 € à 2500 €. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on aille foutre chez le juge des affaires familiales? Il va te rironner, il va te dire, mais madame, vous êtes capable de... Ouais. Alors, c'est vrai que c'est... Non, mais en même temps, je rigole. C'est pas drôle, hein. Oui, non, c'est pas drôle, mais... Vous galérez à mort. Oui, vous galérez à mort, mais en comptant sur vous-même, vous allez vous créer plus de confiance à l'intérieur de vous-même qui vous emmènera dans une spirale un peu plus positive que celle que vous êtes en train de créer. 7 mètres carrés, donc, et me débrouiller seule parce que ce monsieur me prête gentiment un logement jusqu'au mois d'octobre. Vous pensez que c'est mieux pour moi que de demander de l'aide à quelqu'un, alors c'est ça? Moi, oui, je pense surtout, ou alors sinon de trouver, au lieu de trouver des missions, essayer de trouver un boulot. Vous voyez, là, je reçois un SMS un peu plus petit entre guillemets, pour être un peu plus dans la stabilité qui va vous rassurer. Aujourd'hui, vous avez deux besoins, c'est un de vous rassurer et deux de développer un peu plus de confiance en vous. En même temps, vous en avez. D'accord. Mais si ma famille après me rappelle, moi j'ai. Mais votre famille, c'est fini. Enfin, tirez un trait. Et ben voilà. Et ben si vous, et ben alors voilà. Oui, mais comme dit mon médecin, ils vous lâcheront jamais ces gens-là, parce qu'une fois que vous allez être partis, ils vont vous appeler tous les jours, parce que vous êtes qui résout tous les problèmes de la famille. Et vous avez besoin de leur répondre? Non. Non, justement. Non. Voilà, Frédéric, faut avancer, là. Il y a un petit cordon à couper, là, encore. Vous pensez qu'il faut que j'avance? Eh oui, oui. Toute seule, vraiment? Toute seule, toute seule, comme une grande. Je n'ai aucune utilité dans cette affaire. Moi, je crois que vous allez tout gagner, avancer toute seule comme une grande fille et que vous serez fière de vous. Vous êtes dur avec moi. Il y a des gens avec qui vous êtes gentils. Vous trouvez que je suis dure? Non. Non, je pense que j'ai confiance dans vos capacités, donc je suis pas dure. J'essaierai d'avoir un peu de compassion, mais ça s'est raté. Non, écoutez, moi, je crois que j'essaierai d'écouter votre conseil qui est, en tous les cas, qui sont excellents, je dois le dire. Non, mais je vous souhaite du courage et je pense que vous avez les moyens de vous en sortir. Voilà, Frédéric. Je vais surtout voir une psychologue à la rentrée une fois par semaine, ça me fera peut-être du bien. Hein. Ça, c'est bien. Toute seule, c'est un peu dur. Merci. Bon courage, Frédéric. Allez. Merci, au revoir. Plan B, she said.
Et puis si Frédéric, vous nous entendez encore, il y a David qui vous envoie un texto et qui dit quand votre famille et vos relations n'ont rien à extraire de vous, ils vous oublient vite. Oubliez-les aussi, comptez sur vos propres forces. Vous voyez, Frédéric, David est assez d'accord avec moi et vous pouvez compter sur vos forces. Voilà. Et j'accueille Richard. Bonsoir Richard. Bonsoir Sophie. Allô ? Oui, je vous entends Richard. Bonsoir, voilà. Non, je vous en prie. C'est gentil, merci. Je rebondis sur ce que vous venez de dire un Oui. instant. Et si vous permettez de faire un aparté, concernant la dame qui a passé précédemment, je vais dans votre sens et si elle écoute encore. Parce que n'hésitez pas à me couper parce que je suis très bavard. J'ai besoin de parler. Oui. Et malheureusement, compte tenu que depuis 2 ans, je vis seul, avec un handicap, je voulais simplement dire, c'est que on choisit ses amis, on choisit pas sa famille. Ouais, vous avez Sa raison, famille, on l'a Richard. subi. Ouais, Et moi, j'ai le même problème. Je suis sur un fauteuil roulant depuis 2 ans. ouais, J'ai de la famille qui est à 50 mètres. Et quand je dis de la famille, c'est ma soeur jumelle, ouais, c'est mon beau-frère, c'est ma nièce et mon neveu. ouais. Ils sont à 50 mètres. Nous habitons, moi je habite au 22 bis, eux au 18. Et pas un coup de fil, pas tonton, je passe se voir, etc., etc. Bon, enfin, écoutez, c'est comme ça. Et Franchement, même c'est comme ça. et depuis que vous êtes en fauteuil, il s'occupe pas de vous du tout, Richard? Il passe de temps en temps. Mais enfin, c'est tout un exemple. Cela fait bientôt, pouf. La dernière fois que je suis sorti, cette année 2010, hein, la dernière fois que je suis sorti, c'était au mois de mars. C'était pour aller à l'hôpital. Voilà, ce sont mes sorties pour aller à l'hôpital. Mais jamais, ils m'ont dit, mais écoute, Richard, on te prend, on t'emmène faire un tour. Ouais. Parce que moi, voyez-vous, j'étais un grand sportif. Et puis, ce qui me convient, c'est la nature, le sport. Ouais. Et si je n'ai plus la chance, parce qu'on m'a collé une grave maladie, j'ai su ça il y a 13 ans. Ouais. Il y a 13 ans, eh bien, au moins, comme disait Victor Hugo, il disait la mer toujours tu chériras. Ouais. Homme libre toujours la mer Homme tu libre, chériras. toujours tu chériras Voilà, la mer. tout à fait. Ouais. Mais moi, simplement, voir la mer, me déplacer, être manger une pomme, un morceau de pain sous un arbre, je demande pas grand-chose. Ouais. Voilà, sans Mais plus. même ça, c'est plus possible, Richard. Mais non, malheureusement, Ouais. non. Vous avez des amis, Richard, qui... Alors oui, oui. j'ai des amis parce que j'en ai pas 36, j'en ai 3. J'ai 3 amis dont nous parlons le même langage, nous téléphonons régulièrement, nous avons la même philosophie, le même état d'esprit de la vie, à savoir que, comme moi, une hygiène alimentaire, une hygiène de vie, aimer le sport, les voyages, etc. J'ai fait beaucoup de voyages dans ma vie, entre autres, heureusement, parce qu'on m'a tellement critiqué. Voilà, ma famille me critiquait. Et tu t'en vas, et où tu vas, et qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin de partir aux Seychelles, tu as besoin de partir si loin, etc. Et puis maintenant, alors, quand j'étais actif, si je puis dire, puisque j'étais très actif, quand j'étais actif, on s'occupait de moi. Et où tu es, qu'est-ce que tu fais? Maintenant que je suis devenu un passif, je passe des journées, sur 24 heures, je passe 23 heures dans le lit. Je me lève du lit 1 heure par jour quand on vient me mettre dans la salle d'eau, prendre mon bain et prendre le bain pendant 1 heure à peu près, je reste dans le bain et après l'infirmier me remet dans le lit puis j'attends. Ouais. Ce qu'il y a, Richard, c'est que souvent le handicap, la faiblesse, la maladie font peur aux gens et beaucoup de gens ont du mal avec ça, assument pas, ça leur fait peur pour eux-mêmes et du coup ils s'éloignent de gens comme vous qui auraient terriblement besoin de liens. Donc malheureusement souvent effectivement et Frédéric le disait d'ailleurs très bien, hein, la maladie ou la faiblesse sociale isole. Je pensais quand je vous écoutais, Richard, je ne sais pas si vous connaissez les ouvrages d'un homme qui s'appelle Alexandre Jolien, qui était infirme. En fait, il a été étouffé par le cordon ombilical à naissance et il est devenu infirme moteur. Et malgré son handicap, en fait, il s'est intéressé à la philosophie. Il est aujourd'hui philosophe et écrivain. Il a écrit un très joli livre qui pourrait vous aider, qui s'appelle Éloge de la faiblesse. Et Jolien, ça s'écrit J-O-2-L-I-E-N. C'est aux éditions du Cerf. Alors si quelqu'un peut aller vous l'acheter ou vous l'apporter, parce que
c'est même tous ses ouvrages. Je cite celui-là, mais il en a écrit pas mal. Et en fait, sur tout son handicap, sa différence, la difficulté aussi, voilà, entre son monde et l'autre monde qu'il appelle celui de la normalité. Et c'est vrai que voilà, lire ses ouvrages peut vous aider à reprendre de l'espoir. C'est quelqu'un qui a finalement essayé de se créer une vie à lui et qui visiblement y a réussi et voilà, un peu pour vous sentir moins seul. Et justement, dans l'éloge de la faiblesse, il parle de l'amitié. C'est pour ça que je vous demandais ça tout à l'heure. En disant, il y a une scène assez extraordinaire où, quand il était à l'hôpital, il avait un ami, Jérôme, son voisin de lit, qui s'est à peine parlé et qui arrive quand même à s'inquiéter du bien-être de son camarade. Et c'est une scène assez clé du livre parce qu'elle révèle au cœur de la faiblesse la bienveillance qui vivifie. Vous voyez, elle parle du regard. Et Richard, il faut que vous entouriez de regards bienveillants autour de vous, le plus possible. Mais je vais vous dire une chose. Ouais. C'est que les autres, en parlant poliment, je m'en fous, avec tout le respect que je vous dois. Ouais. Mais j'ai honte de moi-même. J'ai honte de moi-même parce que j'étais un type qui courait, qui marchait, qui nageait, qui allait à droite, à gauche, qui rendait beaucoup de services aux autres. Ouais. Et que maintenant, ce dont je m'aperçois, c'est que je n'intéresse plus personne. On me laisse sur la touche et je me demande qu'est-ce que je fais. Je suis à la retraite depuis ça fera en septembre, ça fera 2 ans, depuis 2008, septembre 2008. Je me demande qu'est-ce que je fais. Et j'étais le premier à dire quand je voyais un de mes collègues fumer ou autre, et dire mais attends, t'arrêtes pas de fumer. De toute façon, un jour ou l'autre, on va mourir. Soit, mais le plus tard possible, dans les meilleures conditions. Et en définitive, quand il y a 13 ans, on m'a dit, un médecin m'a dit avec une grande psychologie, m'a dit mais monsieur, j'étais encore en moto là, je pouvais marcher. Il me dit mais monsieur, mais vous avez une maladie. J'ai dit donnez-moi une picouse, n'importe quoi. Je fais un traitement. On bloque la saison hivernale et puis pour la saison estivale, je reprends. Il me dit mais monsieur, vous avez une maladie invalidante et incurable. Je dis mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Il dit pas bien. J'ai une sœur jumelle qui est bien et si suite à une vaccination. Il y a 13 ans, c'était en 91 à peu près, bien, qui m'a collé. Et alors, je pensais pas à ça. Malgré, et là je vais toucher un point, malgré ces problèmes que j'ai, je ne bouge plus, etc. Eh bien, je n'ai aucune addiction. À savoir que je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas. C'est vrai, j'ai des états suicidaires, je le reconnais, je suis honnête. Ouais. J'en y vais. Ce qui est terrible, c'est que vous êtes passé d'une vie. Je ne fais plus rien. C'est que vous êtes passé d'une vie entre guillemets justement normale à une vie, vous disiez, invalidante. Donc là, vous avez un changement d'état qui est à vivre comme un deuil de vous-même, d'une partie de vous, d'une ancienne vie et d'une nouvelle vie. Donc il y a toute une nouvelle vie à remettre en œuvre, enfin. À vous recréer, donc c'est forcément terrible. Mais ce vous qui voyez, vous arrive. Sophie, excusez-moi de vous interrompre. Non. Vous parlez de vie, mais pour moi c'est pas une vie. Je survis. Ouais. Je survis. Je suis dans l'eau. J'ai juste les voies respiratoires qui sortent et j'attends qu'il y ait une vague qui me prenne et qui m'engouffre. Ouais. Et d'autre part, pour rebondir sur ce que disait Frédéric, alors chose surprenante, il y a 20 ans, parce que j'étais responsable sur les postes de secours ici à Nice, puisque j'habite Nice, j'étais responsable. Et il y avait une jeune fille qui était ménageur, qui s'appelait Frédéric Fatalité. Ouais. Et puis elle ramait parce que ses parents avaient un restaurant ici à Saint-Laurent-du-Var. Et puis le soir, quand elle finissait sa garde de plage, elle allait au restaurant jusqu'à 2-3 heures du matin. Et puis un jour, comme j'ai fait la formation pour le personnel navigant commercial, c'est-à-dire hôtesse de l'air et steward, un jour je lui dis Fred, et pourquoi tu fais pas la formation? Oh, mais tu crois que... J'écoute, tu le fais. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Parce qu'il y a je fais pas de la digression, vous allez voir. Il y a un point de départ pour ce qui me concerne, il y a un point d'arrivée. Et puis, j'écoute, fais-le, tu verras bien, tu réussis. Et puis tu as toutes les qualités. Et puis elle a réussi son CSS, certificat de sécurité de sauvetage. Bien. Elle a fait son temps de préparation, enfin de mise en condition. Elle est rentrée à Air France. Et là, 20 ans plus tard, elle a 47 ans. Alors, je vais juste expliquer le pourquoi du comment. Elle a 47 ans. 20 ans plus tard, elle m'a rappelé. Et on discute. Et nous discutons très tard le soir, jusqu'à 3-4 heures du matin. Mais, comme elle est sur long courrier,
Alors elle est gentille. Elle m'envoie des cartes du Chili, du Texas, de Washington, de New York. C'est bien, elle vous fait voyager avec elle. Ouais. Voyez-vous. Ouais. Et puis pas plus tard qu'aujourd'hui, elle me dit tiens Richard, on aurait pu aller marcher si tu n'avais pas justement. Je dis mais tu me fais mal quand tu me dis ça. Ouais. Involontairement, tu me fais mal. Ouais. En plus. Et là maintenant, elle me dit mais tu sais, c'est grâce à toi. Je dis, mais pour revenir au point fort, comme si elle écoute, Frédéric qui avait précédemment, c'est que l'important, c'est d'avoir la santé. Ouais. Quand on a la santé, on ne sait pas ce qu'on a. Oui, c'est vrai. Quand on a la santé, mais on peut tout faire. Vous avez raison, Richard. Mais moi, avec la santé, mais je faisais tout. Et quand on me dit, et parfois, quand on me vient me voir au bureau, on me dit, mais Richard, t'es en pleine forme. Quand on me téléphone, mais t'es toujours en train de rire, etc., tu plaisantes. Je dis, mais tu sais, c'est un masque. Ouais. C'est un masque parce qu'au fond de moi-même, c'est plus ça. Je souhaiterais faire autre chose. Ouais. Je saurais sortir, manger mon souhait, etc. Et vous avez pensé à un ou une auxiliaire de vie, Richard ? Alors justement, je rebondis. Parce qu'on me l'a proposé. Oui. Mais qu'est-ce que je ferais d'une auxiliaire de vie ? Justement, un ou une alliée, quelqu'un à vos côtés. Si, oui, mais il faut ça peut vous donner de l'énergie, redonner de l'espoir. C'est un compagnon, une compagne, c'est important. C'est formidable ce qu'ils font et ça peut énormément vous apporter, vous sortir de votre solitude, aller voir la mer, vous sortir de chez vous, voyez, enfin, être à vos côtés, ce serait, non ? Pourquoi vous le sentez pas ? Alors, je vais vous dire, il y a peu de temps, nous sommes en août 2010, après avoir fait un séjour de 15 jours à l'hôpital, quand je suis sorti, on m'a mis une association qui est venue avec des aides-soignants. Oui. Et j'ai eu une relation avec une aide-soignante. Oui. Bien, qui n'aurait pas dû se faire. Et puis après, elle a réfléchi, elle m'a laissé. Mais moi, comme je l'avais dit, j'étais dans ma grotte, je ne demandais rien à personne. J'aime comme tout le monde, enfin à l'époque, j'aime le côté féminin, c'est vrai. Ça a été parfois ma perte. Enfin, c'est ainsi. J'ai un fils qui a 30 ans maintenant et qui comme je lui ai dit, attends Laurent, je t'ai ouvert une carrière, je t'ai donné une carrière, je t'ai offert un appartement, là tu pars en voyage, enfin tu es parti 3 semaines en Australie, tu reviens, tu t'en vas maintenant du côté de Bayonne, et ceci pour dire, moi, j'étais dans mon trou, je demandais rien à personne. Qu'est-ce que je demande, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Cette personne-là, elle est venue, elle m'a fait une ouverture et une relation qui s'est établie. Et elle vous a laissé. Et du coup, elle m'a laissé. Et c'est douloureux et du coup, vous avez peur que ça recommence, c'est ça ? Oui, je comprends. Mais à un moment donné, c'est vrai, vous avez vécu une expérience douloureuse et je l'entends. Mais la vie, les choses se répètent pas forcément, vous savez, et il y a une confiance à établir avec quelque chose d'inconnu qui peut vous apporter autre chose. Ça ne sera pas une relation peut-être avec une femme, mais ça peut être une belle amitié, en tout cas un soutien humain et fort pour vous, qui soit d'une autre nature, différent de ce que vous avez connu. Je comprends, on dit chat échaudé craint l'eau froide, vous avez souffert et vous avez peur de vous sentir de nouveau abandonné, votre fils est loin, votre famille s'occupe pas de vous, ça fait beaucoup. Donc je comprends que vous redoutiez les relations de peur de vous blesser en vous attachant. Et ça s'entend et c'est légitime, ça se comprend, Richard. Mais voilà, un auxiliaire de vie, c'est quelqu'un qui a choisi de faire ça, qui l'a choisi parce qu'il y a une valeur, une éthique, quelque chose qui convient et qui convient dans cette relation avec vous. Et chacun, vous allez lui apporter et il ou elle va vous apporter. Et quelquefois, ça apporte beaucoup dans les difficultés. Vous voyez, je reprends ça à cette fameuse Frédéric qui avait cette formation. Et elle me dit, quand on a repris connaissance il y a 3 mois de ça, elle me dit, oui, j'ai loupé ma vie, etc. Et pourquoi ? Elle m'a dit, parce que j'ai 47 ans et j'ai pas d'enfant. Je dis, mais tu te rends compte, t'as la vie, et t'as la santé surtout. Surtout la santé. D'autre part, tu fais des voyages. C'est vrai que sur la compagnie sur laquelle elle navigue, c'est plus la même philosophie, le même état d'esprit. Mais elle est partie. Nous sommes lundi aujourd'hui. Vendredi, elle est partie sur Boston
Et puis elle est rentrée hier après-midi de Boston. Ils ont juste le temps d'aller à l'hôtel, passer une nuit, de rentrer. Je dis, mais Fred, tu te rends compte que tu peux sortir, tu fais de la moto, tu vas, tu viens, tu as la santé. Mais Richard, mais c'est immense d'avoir. Oui, c'est immense. Mais Richard, il y a en ce qui vous concerne, et c'est terrible, mais un deuil à faire de cette ancienne vie. Et qu'en regardant la vie des autres, c'est difficile. Là, je reçois des SMS vous concernant et on vous dit, voilà, même si vous souffrez dans votre chair, il vous reste votre esprit, enrichissez-le et partagez des échanges avec quelques amis bien choisis. C'est un peu ce que je vous disais en vous recommandant les livres d'Alexandre Jolien, c'est un peu la voie qu'il a choisie lui aussi. Rome vous dit, Richard, c'est dur d'entendre que votre famille vous délaisse, heureusement que vos amis sont là. Très bon courage à vous. Je crois, Richard, qu'il y a... Mais c'est long, forcément long, mais encore un chemin à faire pour essayer de faire ami avec ce corps qui vous a délaissé, qui vous empêche aujourd'hui de vivre la vie que vous souhaiteriez vivre et que vous avez vécue et que vous aimiez. Et d'essayer d'être sur une autre recherche, un autre inconnu. C'est gentil, merci, mais en 2 mots, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Je vais vous dire mon parcours, je vais brosser un petit peu mon parcours de vie. Je rebondis, idem, je suis désolé, monsieur Frédéric, à 18 ans, qu'on a voulu, qu'on n'a pas voulu, mes parents ils m'ont plus reconnu, pratiquement. J'ai fait 3 ans de marine. De là, je suis rentré j'ai fait dans un métier public. Un métier public où je sais ce que c'est que la mort, où je sais ce que c'est qu'un suicide et une tentative de suicide, où j'ai vu la mort de près, et pendant très longtemps, j'avais un métier à risque avec une spécialité à risque. Et j'ai eu des collègues qui sont décédés sur intervention à plusieurs reprises, et puis arrivé maintenant où j'en suis, je dis, mais c'est pas possible. J'essaie de trouver, voyez-vous, un échappatoire, si je puis dire. Vous dites, et moi, alors j'ai résisté à tout sauf à la maladie, quoi. Absolument. Et cette maladie, cette chose que je n'ai pas voulu. C'était pas un risque de votre métier. Je comprends bien. C'est-à-dire qu'à la limite, vous seriez arrivé à un accident, prendre un risque à votre métier, vous diriez, bon, c'est un peu ce que j'ai choisi, mais là, ça me tombe dessus et j'ai rien fait pour. Donc c'est un côté injuste. Il y a Coco qui est très émue par votre témoignage et vous souhaite meilleure morale pour la suite. Et elle vous dit, vous n'êtes pas seulement un malade, vous êtes beaucoup plus. Amitié. Ouais. Merci, c'est gentil. C'est gentil parce que vous le comprenez d'une part. Et vous savez, le problème en ce qui me concerne, c'est que j'ai plus le physique. Et le gros problème, c'est que j'ai le mental. Oui. J'ai la réflexion. C'est peut-être là-dessus qu'il faut miser, justement. Vous voyez, je suis un peu d'accord là avec le SMS qu'on vous a envoyé, parce que Richard, vous raisonnez bien. Vous voyez, vous aidez les autres. Vous parliez de Frédéric. Vous avez été super conseil, super soutien. Aujourd'hui, elle est navigante. C'est un succès pour vous. C'est un succès d'amitié. Il y a peut-être vous soupçonnez peut-être pas tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec la personnalité, parce que vous restez une personne, et on l'entend très très bien, on vous voit pas et tout, mais quand vous parlez de votre vie, voilà, vous êtes attachant, vous avez votre caractère, vous avez toute une histoire, toute une vie, il reste plein de choses encore pour vous, Richard. Et oui, on me l'a dit souvent, j'ai fait 18 mois de psychothérapie, où j'ai perdu plus mon temps, entre parenthèses, qu'autre chose. Ensuite, j'ai fait 2 mois avec une psychologue. Et puis, on m'a dit, mais vous avez... Et on m'a proposé, mais Richard, avec toute la somme de connaissances que tu as et le potentiel d'ancienneté que tu as, tu peux amener beaucoup de choses, parce que j'étais très, très ouvert et j'apportais beaucoup. Et puis maintenant, je me demande ce que je fais, à quoi je sers. Oui, c'est que là, vous êtes un peu dans le désespoir et bien sûr, ça peut se comprendre, mais... essayez de trouver des petits rochers pour vous agripper autour de vous et remonter. Il y a Ava qui vous envoie un texto pour vous demander si vous avez lu Cavalcade, le très beau livre de Bruno de Stabenrath, pour vous redonner de l'espoir. Et puis Claire vous dit, vous êtes un être humain et par conséquent précieux. Et je suis d'accord avec Claire, je crois que vous êtes précieux, Richard, et c'est tout l'intérieur que vous avez en vous. Reprenez de l'espoir ici, Europe 1, avec toute l'équipe, on vous écoute, on vous soutient, on vous apporte de l'espoir. Rappelez-nous le soir où vous flanchez, où ça va pas, mais regardez-vous et regardez tout ce qu'il y a de joli et de beau en vous.
Hein, bon courage à vous. Merci, Bonne merci soirée. de votre appel. Merci à vous. Merci Au à vous revoir. tous. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. Bonsoir Alexandre. Oui, bonsoir. Bonsoir Sophie. Je voudrais tout de suite parler de Richard parce que moi je suis très touché par son témoignage. Moi c'est pas pour ça que j'appelais, c'est parce que je vais me marier au mois d'octobre. Oui. Et Félicitations. qu'on discute voyage de noces. Oui. Et on hésitait sur le voyage de noces entre la Guadeloupe, Oui. à savoir que c'est pas la période propice, le Sénégal ou le sud de l'Israël, Eilat. Oui. En fait, Eilat, ce qui nous a un petit peu amené à ça, c'est que déjà le temps s'y prêtait, mais aussi et surtout, j'ai ma future femme qui est juive convertie au catholicisme. Moi, je suis catholique et c'est une destination qui est symbolique, qui aurait en même du temps nous sens. permet d'être dans un endroit très agréable pour un voyage de noces. Oui. Maintenant, c'est vrai que moi, c'est quelqu'un qui est très très croyante, puisqu'elle a été baptisée à 30 ans. Et je veux pas passer, on va dire, mon temps sous une forme de pèlerinage, mais aussi passer un petit peu un temps agréable pour profiter de ce voyage de noces. Et je voulais aussi vous parler d'une chose qui fait rebond avec ce qu'a dit Richard. C'est un peu bizarre parce que je vous ai appelé déjà à d'autres reprises. Mon appel n'avait pas été suivi par vous, mais par contre, il s'agissait en fait de notre petite fille, parce qu'on a eu une petite fille ensemble déjà. Cette petite fille en fait était trisomique et a eu problème de cœur. Elle a été opérée, elle est décédée là en avril. Et du coup, ça me fait rebondir sur Richard qui nous a parlé de beaucoup de choses, sur sa difficulté de vivre par rapport à son handicap. Et nous, par rapport à ça, c'est vrai que ma future femme a choisi de garder cet enfant. Moi, j'étais beaucoup plus partagé. Et notre petite fille, elle aurait été handicapée, elle avait des problèmes de cœur, ça aurait dû se résoudre, mais ça n'a pas été le cas parce qu'elle est partie d'une erreur médicale. Et Richard, j'ai envie de lui dire aussi que j'ai moi-même été aidé par une entreprise pour trouver du travail. Donc j'ai été au contact de personnes qui sont elles-mêmes handicapées. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec un stagiaire qui était handicapé en fauteuil parce qu'il avait été touché par une balle dans la colonne vertébrale pendant la guerre en Yougoslavie. Et puis j'ai un ami qui, je crois, est mon meilleur ami, qui est aveugle et qui sera mon témoin d'ailleurs de mariage. Et qui est hyper positif, qui m'apporte énormément et qui me fait beaucoup de bien quand ça va pas. Et au départ, je vous appelais par rapport à ce voyage. Oui, c'est intéressant, Alexandre. Oui, je suis en train de chercher, voyant, vous écoutant, tout le lien que vous faites, parce que vous êtes parti et d'ailleurs au début je trouvais étonnant votre demande sur cette histoire de voyage de noces, et je me disais mais qu'est-ce qu'il y a derrière et de quoi Alexandre a envie de parler, parce que effectivement il y a autre chose, enfin il y a des liens là. Mais il y a autre chose, mais c'est vrai que je suis étonné parce qu'il y avait tout ça derrière, je vous ai déjà appelé pour tout ça. Enfin moi vous m'avez pas appelé, c'est la première fois que je vous entends. C'était Caroline. Pas à cette période de l'année, on va dire. D'accord. Et c'est vrai que il y avait autre chose derrière. Oui, et comme si voilà, c'est cette histoire de voyage de noces qui est comme un symbole, comme un nœud, comme quelque chose qui concentrerait tout ce que vous avez vécu vous déjà et vous avec elle et puis votre enfant. Enfin, il y a quelque chose sans doute de très important qui va se jouer à la fois dans ce mariage et dans ce voyage de noces, parce que il y a forcément comme un nouveau départ, mais après quelque chose de douloureux que vous venez de vivre tous les deux, donc qui doit être joyeux, mais qui en même temps est complexe, parce que vous êtes tous les deux dans l'émotion de quelque chose que vous avez traversé là il y a peu de temps.
Donc je comprends qu'il y ait un enjeu sur ce voyage, en fait, hein, Alexandre. C'est vrai que ce voyage, au départ, on n'était pas parti là-dessus. Ouais. Sur cette destination, il y a longtemps, on en avait déjà parlé. On s'était dit que ce serait bien de partir en Israël. Moi, je suis catholique non pratiquant. Elle, du fait qu'elle est convertie depuis peu de temps, finalement, une bonne dizaine d'années, elle était propice. En plus, elle était déjà partie là-bas, puisqu'elle était juive, etc. Elle était déjà partie là-bas. Et moi, je trouvais ça enrichissant, même au niveau culturel. Oui, mais indépendamment de ça, Alexandre, de quoi vous discutez entre vous? Enfin, quel est l'enjeu ensemble? Quel est le projet? Vous voyez, du couple, de cet engagement, de ce mariage, de ce voyage de noces. C'est comme un nouveau départ, il semblerait. Dans un de mariage, c'est déjà de s'unir en sincérité, et même par rapport à la religion d'ailleurs, hein, parce que moi j'ai pas une foi autant qu'elle. Maintenant, j'ai baigné dans cette religion toute ma vie. Donc j'ai une certaine spiritualité qui est certainement moins proche de la religion catholique. Vous avez quand même très très prononcée. Et vous avez du mal à choisir ensemble, parce que vous m'appelez ce soir pour une histoire de choix, tout en me parlant de plein d'autres choses, comme si il y avait un choix qui n'arrivait pas à se faire ensemble, en commun. Si, je crois que sur Israël, en fait, je serais presque d'accord avec elle. Ouais, mais qu'est-ce qui vous gêne? Vous voyez, pourquoi vous appelez ce soir? Je ne voudrais pas me faire absorber, on va dire, par sa spiritualité. Ah, d'accord. Et vous avez le sentiment que aussi l'enfant qui est parti l'a engagée, elle, sur un chemin un peu plus profond dans ce domaine, enfin plus engagé, enfin il y a quelque chose de plus fort. Il y a une chose qu'elle m'a révélée quand même, c'est que les histoires d'avortement thérapeutique, pour des raisons thérapeutique, futiles, même des raisons futiles, quoi. Ouais, une personne qui dit voilà, je veux avorter, moi je le respecte. C'est pas ça ne me regarde pas. Maintenant, c'est quelque chose que je ne déciderai plus. Je ne voudrais plus qu'une femme avorte. Une femme avec qui j'ai eu un enfant avorte. Mais attendez, elle a pas avorté? Non, elle n'a pas avorté. Mais cet enfant, ça aurait été un avortement thérapeutique. Elle aurait pu avorter jusqu'au terme. D'accord. Et ça n'a pas été le cas. Et de ce côté-là, elle m'a fait avancer. Ouais. Parce que j'avais pas de jugement par rapport à ça, mais c'est vrai que j'ai réalisé que c'était futile, dans la mesure où il y a tellement de gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et qui finalement pourraient quelque part laisser à d'autres parents la possibilité d'adopter cet enfant. Ce que j'entends, Alexandre, dans tout ce que vous dites là, c'est que vous avez un peu de mal à lui faire confiance. Vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure, c'est j'ai peur de me faire absorber, donc peur de la suivre, peur de partir dans quelque chose que je maîtrise pas. Hein. Et d'ailleurs, quand on vous entend, vous voyez, quand vous racontez avec détail votre histoire, des choses qui vous arrivent. Je vous sens dans la maîtrise, hein. Vous souhaitez maîtriser ce qui va arriver, la destination, votre entourage, avortement, les amis. Alexandre, vous vous engagez avec quelqu'un d'autre qui est autre, justement, quelqu'un d'autre, différent. Peut-être que ce serait bon pour vous, à un moment donné, de lâcher un peu de cette maîtrise et de lui faire confiance, tout simplement, non ? Moi, je crois que quand vous dites que je me retiens certainement par rapport à moi-même. Ouais. C'est-à-dire que même si j'ai été, guidé vers la foi, je ne l'avais pas forcément. Maintenant, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu un grave problème de santé moi-même, qui fait que j'ai perdu une partie de la vision, etc. Mais je m'étais dit, quelque part, je lirai la Bible une fois que je suis sorti de tout ça, si je m'en sors. Ouais. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai rencontré quelqu'un qui s'est converti et qui a été dans le même hôpital que moi, au même moment, dans le même service, pour des raisons très similaires. C'est un signe, Alexandre. C'est un signe important qui nous a touchés tous les deux. Ouais.
Eh ben, Et on s'est rencontrés comme ça un jour par ouais. Ouais, mais Alexandre, je vous souhaite de tout cœur de poursuivre ce chemin, d'avoir un très très beau mariage au mois d'octobre et de la suivre elle, puisqu'elle vous a déjà montré un bout du chemin et que ça peut être bon pour vous d'être avec elle, de lui tenir la main et d'être en confiance, Alexandre, avec vous et avec elle, d'accord ? Oui, je pense, oui, je pense un petit peu comme vous. Voilà. Et j'insiste sur le fait que Richard doit avoir, entre guillemets, la foi, c'est-à-dire qu'il doit y croire, et il doit s'entourer de personnes positives et s'inscrire dans une démarche de réussite. Ouais, je suis d'accord avec vous, Alexandre. Parce Merci. Il a besoin d'une démarche de réussite. Moi-même, de la même manière, j'ai dû m'inscrire dans une démarche de réussite pour petit à petit recroire en moi. Ouais. Et ben, avancer. Je vous souhaite de bien continuer sur ce chemin-là, Alexandre, et un très beau mariage. Tous nos vœux de bonheur. Bonne nuit. Bonsoir, Alexandre. Merci. Mike Ibrahim, tu vois ce que je veux dire. Alors, Richard, je ne sais pas si vous nous écoutez encore, mais voilà, j'ai beaucoup de SMS et de réactions qui arrivent pour vous. Domi vous demande si vous avez Internet. Effectivement, donne une bonne idée de commander le livre, voilà, dont je vous ai parlé, et l'autre livre également dont on vous a parlé par Internet, et puis se mettre sur Facebook et copains d'avant pour retrouver des gens que vous avez connus. Bon, ça ne retire pas la solitude, dit Domi, mais ça comble un peu. Courage. Et puis il y a Kader de Carcassonne qui dit que Richard, tu es pas le seul. Moi, j'ai 57 ans et je suis malade et abandonnée par mes amis et mes enfants. Et puis Catherine qui vous dit: vous êtes une belle personne, vous nous donnez plein de courage, merci. Et enfin Hélène vous trouve vraiment humain, Richard. Elle est très touchée et elle vous laisse son numéro de portable qu'on va vous redonner, bien sûr, par le standard d'Europe 1. Voilà, donc Richard, vous avez bien fait de nous appeler. Il y a une grande chaîne qui s'est tissée autour de vous ici au standard d'Europe 1. Et puis nous accueillons Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Alors Marie, tout de suite d'entrée de jeu, je vais vous laisser vous présenter assez rapidement, mais vous savez qu'on va être coupé par le journal de minuit dans exactement 3 minutes. Il est 23h57 à l'horloge, mais je vous laisse démarrer et puis vous inquiétez pas, on se retrouve après le journal, d'accord ? D'accord. Voilà. Je voudrais dire d'abord que j'ai écouté Richard qui m'a beaucoup touchée parce que moi-même, j'ai 43 ans, je suis atteinte aussi d'une maladie difficile à vivre et je vis dans la solitude la plus extrême et le dénuement aussi depuis une dizaine d'années en fait. Et là je vous appelle parce que je voulais vous demander un peu d'aide. J'écoute votre émission depuis longtemps et je voulais vous demander de l'aide par rapport à j'ai des comportements avec les hommes qui sont très très difficiles. En fait, ça fait 10 ans que je suis seule, tout en ayant gardé des contacts avec mon ex, qui était un pervers narcissique qui m'a manipulée et qui m'a mise complètement par terre moralement pendant les 5 dernières années, là jusqu'à il y a 2 mois où j'ai complètement coupé les ponts. Mais quand je dis complètement, c'est que j'ai effacé son numéro, j'ai bloqué ses appels, il vient pas chez moi. Vous êtes protégée, Ouais. Allô ? Oui, je vous entends, Marie. D'accord. Oui, je disais vous êtes protégée, oui, vous avez bien fait, Oui, je me suis protégée grâce à l'aide de quelques personnes autour de moi. Et quand vous dites j'ai des comportements difficiles avec les hommes, en fait, il y a 3 ans, j'ai eu une relation, on va dire, un rapport très 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 destructeur. Je suis dans des rapports destructeurs avec les hommes depuis ma jeunesse. Je suis tombée j'ai été femme battue, j'ai vécu des enfers que vous ne pouvez même pas imaginer. En ayant une force de survie au fond de moi, comme disait Richard, mais maintenant le problème c'est que j'ai que le moral maintenant, c'est un peu comme lui. Mais avant j'avais le moral et le physique, donc en fait j'ai eu une vie jusqu'à mes 34 ans où j'étais en pleine forme, tout en ayant des relations destructrices. Donc je m'en vais au dernier moment, mais je m'en vais, il est déjà trop tard, c'est-à-dire que le mal a été fait. Mais j'ai eu la force de partir à chaque fois, de
à 3 reprises, j'étais avec des hommes violents. Ensuite, je suis tombée sur des hommes très manipulateurs et très séducteurs. Donc, je me suis pas rendu compte, mais je me suis aussi laissée piéger dans des relations psychologiquement très difficiles. Marie, je suis vraiment désolée parce que c'est un peu délicat pour vous. Là, je vous coupe, mais j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit et je vais réfléchir pendant le journal, promis, et je vous reprends juste après, d'accord ? Et on en parle tout de suite après le journal. Bonsoir, il est minuit 10, vous écoutez Europe 1, c'est Sophie Peters, nous sommes ensemble encore pendant 1 heure, nous étions juste avec Marie avant le journal, Marie qui a des relations difficiles et destructrices avec les hommes et que nous allons reprendre tout de suite, mais l'antenne est à vous tous, il vous suffit de composer le 3921 pour partager avec nous vos préoccupations, des événements de votre vie, vous pouvez aussi échanger avec nous, avec les auditeurs par SMS au 7 21 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1 à l'émission Libre Antenne. Marie, vous êtes là, on vous a pas perdu, voilà, et nous retrouvons Marie, donc voilà. Donc, bon, en fait, je voulais revenir à quelque chose. Oui. J'ai souffert d'anorexie durant mon adolescence. Et puis, en fait, je voulais dire, j'ai l'impression que je suis une proie pour les hommes, en fait. Enfin, c'est compliqué. Et Marie, justement, la question que je me posais pendant le journal vous concernant, vous avez déjà vu un thérapeute, vous avez travaillé un peu sur cette histoire, oui. Vous avez commencé à dénouer les fils, ouais. Oui, mais là, depuis 3 ans, je vois plus personne. J'ai contacté quelqu'un pour le mois de septembre parce que là, c'est le mois d'août, donc les thérapeutes sont plutôt en vacances. Oui. Et encore, je suis pas sûre. Enfin voilà, j'espère pouvoir aller consulter. Parce que vous n'êtes pas allé très loin dans le travail que vous avez fait. C'est pas ça, c'est que c'est exactement. En fait, je fuis à chaque fois, je fuis. Ouais. Et là, si je vous appelle ce soir, c'est que depuis 3 ans, je suis seule. J'ai eu aucune relation amoureuse ou physique ou avec un homme. J'ai poursuivi pendant 2 ans de texto quelqu'un de mon quartier. Oui. Quand je dis poursuivi, c'est-à-dire que au départ, il a juste été poli et gentil. Ouais. Plus. Et moi, j'ai pris ça pour un signe d'affection. Oui, vous êtes accrochée. J'ai pris ça pour une déclaration d'amour. Donc bon, j'ai perdu 2 ans. Oui. Sachant que cet homme... Et vous êtes fait encore mal, Marie. Je me suis fait mal, mal. Et je le recroise tous les jours. Je l'ai encore recroisé tout à l'heure. Sachant que voilà, c'est quelqu'un qui ne me plaît même pas, quoi. Enfin, c'est... Et là, je suis partie en vacances. J'étais au bord de la mer. Et je me suis fait aborder par un homme assez séduisant, mais j'ai eu peur. Et vous savez de quoi vous avez peur, Marie? En fait, d'une forme d'agression. J'ai peur de ce dont j'ai besoin. J'ai l'impression que je suis folle, quoi, en fait. Non, Marie, vous n'êtes pas folle, je vous rassure. Non, vous n'êtes pas folle, mais vous avez une peur construite. Vous savez, la peur nous aide normalement à nous donner un vrai danger. Elle peut être bonne conseillère dans le sens où c'est un ressenti, une émotion qui est là pour nous montrer un danger, nous faire réagir. Mais il y a des peurs aussi qu'on se crée tout seul dans notre esprit, qui celles-là sont contre-productive, ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une peur créée dans votre histoire, dans votre scénario d'histoire. Et vous l'avez mis en scène déjà avec l'alimentation, en refusant votre corps, en vous faisant du mal. Et il y a sans doute une souffrance liée à vous-même sur laquelle c'est bien si en septembre vous consultez, parce que vous voyez tout ça, c'est un cycle infernal de souffrance que vous vous infligez, dont il faudrait retrouver la cause, comme si vous cherchiez tous les signes que vous n'êtes pas digne d'être aimé.
Donc, vous vous sentez pas digne d'être aimé, sans doute lié à votre histoire d'enfance et familiale, et vous mettez tout en œuvre pour valider cette croyance-là. Je voulais dire que, en fait, non mais là, ce que j'ai fait pendant une semaine, j'ai joué, entre guillemets, ça c'est des amis qui me le disent, enfin j'ai très peu d'amis, mais j'ai une amie qui... Oui. Les gens de l'extérieur, je leur ai raconté ma rencontre, entre guillemets, c'est-à-dire mon flirt, qui n'est pas allé plus loin parce que j'ai... Vous avez paniqué? Et oui, je suis partie plutôt prévue de là-bas, vous vous rendez compte ce que j'ai fait, quoi. Non seulement Bah oui, vous avez peut-être même peur de l'amour et peur de vous faire du bien. Peur, mais en fait, j'ai tellement besoin de ça. Et j'ai écouté votre émission, là, les nuits du 12 au 13 et du 13 au 14, je crois. Et justement, c'était les 2 soirs où je l'ai vu. Et en fait, je suis rentrée chez moi, dans mon appartement, et j'ai écouté la radio. Et puis voilà, vous parliez, il y a des gens qui parlaient de manipulation, de tout ça. Et une fois de plus, je l'ai pris pour moi. Ça a ravivé vos peurs, oui, Marie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Oui, j'ai bien fait de ne pas accepter d'avoir... Oui, alors que si ça se trouve, il n'est pas comme ça du tout. Vous voyez tout ce que vous créez toute seule. C'est intéressant que vous en preniez conscience, parce que... Mais ouais, mais j'en suis consciente, mais le truc, c'est que là, je me fais encore un film. Alors, je vous appelle aujourd'hui, parce que, voilà, hier, j'étais donc revenue, je suis revenue il y a 2 jours, et en fait, hier, j'ai pas dormi de la nuit et j'ai avalé des tranquillisants et de l'alcool parce que je pensais à lui et je me suis encore fait un autre film en me disant ouais, je suis amoureuse. Enfin, non, mais je suis dans la confusion. Oui. Je confonds tout. Je confonds le désir physique parce qu'en fait, cet homme-là, j'ai réfléchi. On est en contact plus ou moins par Internet, mais très très peu. Parce que je l'ai quand même rappelé aujourd'hui, et puis évidemment j'ai raconté des mensonges. J'ai dit que j'avais dû rentrer précipitamment parce que j'avais une affaire familiale. Enfin bon. Vous faites beaucoup de mal, Marie. Marie, vous faites beaucoup souffrir là. Et vous méritez pas tout ça. Déjà, c'est déjà bien d'aller consulter dès le mois de septembre parce qu'il y a sûrement un travail, en profondeur à entamer avec vous-même. Mais dans l'immédiat, surtout, là, ce que j'entends dans ce que vous me racontez, c'est que vous vous exprimez bien, vous êtes surtout, dans le jugement, vous voyez, vis-à-vis de vous-même, très dur. Lâchez, à un moment donné, c'est encore une histoire de confiance dans la vie et dans vous-même, dans l'être que vous êtes. Vous êtes regardé par un homme, vous valez quelque chose, vous attirez, vous existez. Mais justement, quand je rencontre un homme, si vous voulez, pourquoi je vous ai parlé de mon passé pendant 3 minutes avant le journal, là, parce que je voulais vous expliquer mon parcours qui fait que, comme je suis blessée, en fait, je suis comme vous avez peur de vous blesser encore. Du coup, à chaque fois qu'un homme s'intéresse entre Marie, à moi, il y a un point mais il y a un point très positif dans ce que vous dites, c'est parce que vous avez été blessé, vous avez pu développer des antennes qui vous servent aujourd'hui à repérer ce qui peut... si, parce que vous pouvez essayer, en calmant un peu le jeu de votre esprit qui fait les questions et les réponses tout seul, vous voyez, essayez de vous recentrer en vous disant, bon, est-ce que ça ressemble dans la réalité, vous voyez, dans l'ici et maintenant, est-ce que ça ressemble vraiment à ce que j'ai vécu? Donc, est-ce que je suis encore susceptible de me blesser ou d'être blessée? Ou est-ce que là, tiens, ça sonne un peu nouveau? Tiens, celui-là, c'est pas comme d'habitude. Tiens, cette relation-là, elle apporte quelque chose que j'avais jamais vécu avant, jamais ressenti. Il faut que vos antennes... Oui. Si vous voulez, je me suis jamais mariée officiellement, mais j'ai vécu quand même j'ai vécu des vraies histoires, même si c'était après ça s'est terminé parfois dans les coups et parfois aussi dans l'abandon, parce qu'il y a un détail que je vous ai pas dit, c'est que j'ai ce qu'on appelle l'abandonnite. Je sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. Parce que mon père est parti et bon, donc j'ai l'abandonnite. Mais oui, je pensais bien qu'il y avait un papa derrière. Voilà, je vais vous dire un truc. Je commence par la fin, voilà. Ouais. En fait, quand je rencontre quelqu'un, et Dieu sait que je rencontre très peu de gens vu que j'ai perdu mon travail suite à ma maladie et que
bon, je fais des choses, hein, je fais des choses artistiques, mais je veux dire, je suis pas du tout dans un cercle social comme j'étais avant, où j'avais la possibilité de rencontrer énormément de gens. Mais de toutes les façons, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, mais ne serait-ce que, bon, évidemment pas quand il n'y a pas d'enjeu affectif, vous voyez ce que je veux dire, quand c'est une rencontre comme ça, enfin, à chaque fois qu'il y a un enjeu affectif, je commence par la fin. Ouais. Je sais pas comment dire, à chaque fois qu'un homme essaie de m'approcher, je suis, et en même temps là, ça fait 3 ans que j'ai pas eu de relation, et je suis quand même une femme, même si à cause de ma maladie j'ai perdu 20 kilos, que je pèse 37 kilos pour 1m70, bon, je suis très maigre, donc c'est vrai que j'attire plus comme avant le regard des hommes et tout, mais du coup comme en plus je me trouve très laide et tout. Enfin, vous voyez, j'ai plus... Ouais. En fait, je me dis, à chaque fois que je rencontre un homme, je me dis, il me veut du mal. En fait, c'est ça. Oui, parce que votre père vous a blessé, Marie, et que là, il y a quelque chose à travailler du côté du papa, très certainement. Il y a un joli livre que vous pouvez lire qui s'appelle Fille sans père, oui. par Louise Grenier, qui est psychologue et psychanalyste. Oui. C'est édité chez Québecor, mais vous pouvez le trouver sur Internet. Et c'est sur l'attente du père dans l'imaginaire féminin. Et c'est vrai que il y a un deuil, là, un manque qui est cruel chez vous et qui vous a entraîné dans quelque chose de très destructeur, comme si c'est ce père-là qui s'active à chaque fois dans toute relation avec un homme. Or, Marie, oui, mais vous avez 43 ans, Marie, aujourd'hui, et vous êtes à même, avec l'intelligence que vous avez, que j'entends, de faire un chemin maintenant sans lui. Vous l'avez fait sans lui jusqu'à présent, mais de le faire définitivement sans lui, Marie. Sans mon père. Sans ce père, fantasmé. Voilà. Non. Et qui, vous voyez, un homme peut vous apporter bien d'autres choses et des jolies choses pour vous, et recréer une confiance dans le masculin. Vous avez mal à votre masculin aujourd'hui. Ouais. Et par votre anorexie, vous gommez votre féminité aussi. Donc c'est à la fois la femme qui veut pas exister face à l'homme. Vous voyez, il y a c'est comme des poupées russes. Vous voyez, tout votre système s'embrique là, et il y a beaucoup de tolérance et de douceur à avoir pour vous-même et pour votre histoire. C'est important. Enfin. Mais en fait, oui, mais le truc, c'est que non seulement j'ai ce que vous dites par rapport au père, c'est très juste, parce que un thérapeute que j'avais vu il y a très longtemps m'avait mis sur la piste en me disant ça, en me disant cette phrase que vous m'avez dite. Enfin, il l'a dit autrement. Ouais. Mais le problème, c'est que j'ai tendance à penser que, étant donné que j'ai cette violence paternelle qui s'est exercée sur moi, j'ai tendance à penser que, en fait, mon salut ne peut venir que du masculin. Vous voyez oui, c'est exactement. Je donne tout aux hommes. Et vous voyez, je reçois un SMS qui dit exactement ça, qui dit elle a plus assez confiance en elle, il faut qu'elle s'ouvre au monde et pas qu'elle attende l'inverse, et pas tout attendre des hommes, parce qu'effectivement vous cherchez la solution à l'extérieur de vous, dans du masculin, alors que la solution était dans du féminin avec vous-même. Et ce féminin-là, il est dans votre rapport à votre corps aussi. Et votre corps est en train de vous dire ça quelque part. Votre anorexie, elle dit ça de vous, de cette négation du féminin. Donc il y a 2 pôles là, en opposition. Un masculin censé réparer le féminin, mais non, il va pas le réparer. Il va même continuer à l'abîmer, parce que le pôle féminin est pas assez ancré et développé chez vous. Ouais, et pour rencontrer le masculin, il faut un équilibre entre les deux. Or, si c'est déjà déséquilibré d'un côté, ça recrée du déséquilibre en face, vous voyez. Donc là, mais c'est bien la décision que vous avez prise au mois de septembre, et si ça allait pas d'ici septembre, n'hésitez pas à nous rappeler, on est là pour ça. Mais vous voyez, il y a un chemin à faire, mais on sent que vous êtes dans ce désir que quelque chose va se faire, parce que vous en avez assez aussi. Vous avez repéré la boucle infernale. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Mais vous pensez que j'ai
que je fais bien de refuser tout contact, puisque vous dites que ça va m'abîmer. Enfin... Non, je crois que non, pas refuser tout contact, c'est faire confiance à ce qui vient dans quelque chose d'inconnu, quelque chose que vous maîtrisez pas. Quelqu'un d'anorexique, il est dans la maîtrise totale. Ouais, je sais, il veut la toute-puissance. Ah bah oui, c'est la toute-puissance. Comme vous disiez Alexandre tout à l'heure. Voilà. Et le problème, c'est que vous maîtrisez votre corps dans un carré très très contrit, très contraint. Et là, c'est quelque chose à lâcher chez vous. Et pareil dans la rencontre, à lâcher quelque chose qui vient d'inconnu en disant voilà, même pas peur, je vais y arriver, je vais me faire confiance, je vais sentir. Mais c'est des tout petits pas. C'est des tout petits pas. En fait, pendant 10 ans de solitude, là, où entrecoupée de harcèlement par mon ex téléphonique et d'insultes et sur mon physique en plus, parce qu'il frappe. En plus, les hommes, qui sont malveillants, ils frappent là où ça fait mal. Bien donc, sûr. Mon ex qui m'a connue à l'âge de 25 ans, très jolie, pas très jolie, mais bon. Jolie de corps, je parle, et qui voit maintenant que je pèse 37 kilos, qui va pas arrêter de me descendre, me dire que ceci, que cela, du coup ça. Et en fait, voilà, je sais pas, j'arrive pas à lutter contre cette peur tout le temps d'être... Ce sera des tout petits pas, Marie, au début. On vous ferait pas un grand écart d'un seul coup. C'est un tout petit pas, c'est un jour aller prendre un café avec un homme qui vous plaît. Vous voyez, c'est des toutes petites choses. Vous laissez tenir la main, avancez pas. Il faut vous réapprivoiser. Il y a Gérard qui vous dit vous êtes votre propre ennemi, c'est cela qu'il faut régler. Vous avez un droit au bonheur, allez le chercher. Et puis également Sergio qui dit Marie est un petit oisillon qu'on a envie de prendre dans ses bras et de câliner. Et vous voyez, Sergio est un homme, Marie. Donc il y a des hommes bienveillants. Et puis je reçois un autre texto, qui est Nora, qui est une ancienne anorexique, qui lutte encore dans cette maladie, mais qui vous souhaite de trouver la voie et de penser à prendre soin de votre maison intérieure, de chez vous. Marie. Mon appartement ? Non, de votre intérieur, votre petite maison que vous habitez, votre corps justement, Marie, votre corps et votre cœur. Il va falloir beaucoup de douceur et de tolérance envers vous, parce que forcément, comme vous avez tout un système de maîtrise mis en place depuis des années, vous êtes habitué à être dur avec vous, voyez. Et c'est votre fragilité qu'il va falloir aller rencontrer là. C'est un autre chemin, Marie. C'est l'accepter, ça. En tout cas, merci pour les messages des 3 auditeurs. Là, ça m'a fait rire. Parce qu'en fait, là, je suis un peu en larmes parce que depuis une semaine, je dors plus à cause de cette rencontre. Vous voyez, en plus, ça m'obsède. Et les gens me disent, mais écoute, arrête. Par exemple, ce commerçant de mon quartier que j'ai harcelé pendant 3 ans, on m'a dit, mais arrête, il ne pense pas à toi. Vous vous rendez compte, je lui ai envoyé 250 textos par jour. Oui, mais... Il ne répondait même pas, donc... Oui, vous voyez, vous allez dans un système où vous vous affamez. Comme vous affamez votre cœur et votre corps en même temps. Vous êtes dans les 2 systèmes à la fois, Marie. Donc il va falloir vous nourrir maintenant. Je vous souhaite beaucoup de bonne nourriture, Marie. Et rappelez-nous si ça n'allait pas d'ici le mois de septembre, d'accord ? D'accord. Bon courage à vous. Au revoir. Merci, au revoir, Marie. Bonne nuit. Alain Bachung, la nuit, je mens. Bon, mais là, nous ne mentons pas sur Europe 1 et c'est la nuit. Allez, c'était pour rire. J'accueille Constance. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Constance. Alors, c'est toujours un peu, toujours un peu impressionnant quand on arrive à l'antenne comme ça, on débarque, on dit aïe aïe aïe. Alors Constance, je vais vous aider un peu. Vous avez rencontré, un homme il y a 15 jours, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Fin juillet. Fin juillet. Et il correspond tout à fait à vos rêves les plus fous. Voilà, c'est incroyable. C'est, je veux dire, cette complicité, c'est très très fort. Ouais. Incroyable. Des fois, je dois Et vous me sentez que c'est réciproque, Constance ? Oui. Ouais. Oui. On se fait beaucoup de bien. Oui.
Et là, on échange énormément sur la philosophie de la vie en général. Vous parlez la même langue. Ça va très loin, hein, Vous parlez la même langue, hein? Ah oui. Voilà, oui. Ouais. On est sur la même longueur d'onde. Ah oui, mais ça paraît tellement, des fois, c'est troublant. C'est troublant. Et alors justement, si vous nous appelez, qu'est-ce qui vous trouble dans cette rencontre? Ce qui me trouble, c'est que, on s'est rencontrés plusieurs fois, hein, c'est très sympa, etc. Hein, lui, il n'est pas totalement libre. Hein. Oui. Même s'il l'est et qu'il a quitté... il est divorcé? Pas tout à fait, pas vraiment. Oui. Pas du tout. Oui, mais il est séparé, enfin, il a quitté... Oui. Oui. Ouais. Et c'est ça qui pose problème? Non? Il y a quelque chose qui vous gêne, Constance? Oui, parce qu'il a peur, il a des doutes et... Mais ça fait que 15 jours. Il est toujours très confus quand même. Enfin, il y a 2 minutes, je vous parlais de complicité, etc. Mais par moments, il a des doutes et je le comprends. Hein, parce qu'il a peur. Il a été trompé à 2 reprises. Par sa femme? Oui. Oui. Et c'est quelque chose pour lui qui... C'est pour ça qu'il est parti? Oui. Oui. Et donc là, il a un souci de confiance envers la femme. Oui, c'est normal. Oui. Bon, alors moi, je suis très méfiante aussi parce que... je suis un peu ambivalente. Hein, oui, j'entends. Ouais. En même temps, il y a beaucoup de complicité, mais... Mais il y a quelque chose qui vous retient, là. Il y a quelque chose que... Ouais. Bah oui. En même temps... Je suis aussi dans le doute parce que par moments, on est vraiment en pleine adéquation. Non, je ne sais pas si c'est le bon terme. Oui. On est en pleine harmonie. Voilà. Et puis, dans la minute qui suit, je crois qu'il retombe sur ses pieds. Et du coup, il dit, oh là, doucement. Parce qu'on échange beaucoup, mais par écrit. Hein. Vous vous êtes peu vus, en fait, dans les 15 jours? Pardon? Vous vous êtes pas beaucoup vus dans les 15 jours? 5 fois, 5 fois. Ouais. Et pour l'instant, ça reste amical ou c'est déjà très amoureux? Oui. Oh, amoureux, hein. Oui, mais... Vous flirtez, quoi. Voilà, c'est ça. On va dire vous flirtez, c'est un joli mot. C'est toujours joli, le flirt. Mais Constance... C'est très mignon. Oui, c'est mignon. Ah oui, c'est très mignon. Mais oui, revendiquons. C'est adorable, non, franchement, c'est... Mais Constance, ce qu'il y a, en fait, c'est que vous cherchez une réponse à quelque chose qui va très vite, vous voyez, ça fait que 15 jours. Non, on n'est jamais trop spontané, Constance, mais... Je vais trop vite, je sais. Mais non, c'est comme si vous souhaitiez... Oui, mais c'est comme si vous souhaitiez des réponses à toutes les questions. Une nouvelle relation, ça ouvre plein de champs possibles et plein de questions, parce que l'autre est nouveau. Vous êtes vous-même un peu nouvelle dans cette relation, parce qu'on est 2, mais on active des choses chacun un peu nouveau. Et il faut se laisser le temps de découvrir, de ressentir, et il est totalement impossible en 15 jours, en s'étant vu 5 fois, en ayant même un bon... d'avancer le tempo. Feeling, oui, même si vous avez un bon feeling. Qui est de la confusion ou un peu d'ambivalence? Normal. Normal, quand on vient de se rencontrer, on ne sait pas bien qui est l'autre, on met les pieds, vous n'avez pas encore de relation très intime, donc il manque une étape dans la construction de la relation. Donc, il manque, disons qu'elle n'est pas encore passée, celle-là. Donc, ce qui signifie que, voilà, il y a encore plein de zones d'ombre, de zones inconnues. Alors, l'inconnu, ça fait toujours peur. On aimerait bien vite combler les petites cases, là, avec toutes les bonnes réponses. Mais là, je lui lance la perche toutes les 2 minutes. Ouais. Je dis, si on se
faisait un petit week-end, mais en tout bien, tout honneur. Oui, en tout bien, tout honneur, je sais pas. Oui. Mais en toute amitié. Oui. Bon, mais je suis toujours un petit clin d'œil. Oui. Parce que il n'est pas prêt. Peut-être qu'il vous sent. Peut-être que s'il y a une résistance chez lui, c'est que peut-être que le temps, vous n'êtes pas sur les mêmes rythmes, ce qui peut créer. Si on va reprendre la longueur d'onde de la friture sur la ligne. C'est-à-dire que si vous êtes dans un temps plus rapide, parce que vous l'avez choisi, vous vous sentez bien, vous êtes prête à aller un peu plus rapidement, lui peut-être pas. Donc il est peut-être pas dans le même tempo que vous, et il y a peut-être un... Voilà. Il me l'a dit au départ. Ah voilà. C'était clair et net. Ouais. Ouais. Moi, ce sera une amitié. Et... Ah oui, carrément. Oui. Oui, le voilà le souci, c'est que vous souhaitez plus et lui est pas là-dedans. C'est-à-dire qu'il... Vous êtes déjà un peu amoureuse et lui pas complètement. Il m'a quand même dit... Qu'il tenait à vous. Oui. Ouais. Mais alors après, il m'a dit... ça c'est dur, hein. Il m'a dit, mais tu me rebutes. Où? Ouais. Parce que j'ai des soucis de poids. Ah. Alors moi, c'est à l'inverse de Marie, moi je suis très ronde. Mais Constance, c'est vache. Hein, non. Oui, c'est vache. T'es une bonne copine, mais tu me plais pas en gros. Je lui ai dit tout à l'heure, tu m'aimes, mais tu m'aimes pas. Ouais. Constance, peut-être que voilà. Je sais pas, un petit effort, vous voyez, si ça peut vous aider justement à, je sais pas, ce problème de poids, ça vous... La machine est en route. Oui. Je te verrai 3 kilos. C'est un souci pour vous, cette histoire de poids, ou vous le vivez plutôt bien, habituellement? C'est énorme. Ouais. C'est quelque chose qui est quelque chose d'énorme depuis l'adolescence. Ah oui. Oui. Ouais. Alors, Constance, c'est peut-être cette rencontre l'occasion de vous aider, là? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, il m'a même dit tout à l'heure, je serai toujours là pour toi. Mais bon, les promesses. Oui, ce qu'il y a, Constance, c'est fantasmer peut-être pas trop sur cette relation, mais là vous avez un bon ami qui apprécie votre conversation, qui apprécie votre compagnie. Faites-en quelque chose pour vous et pas pour lui. Enfin, vous comprenez ce que je veux vous dire, c'est d'essayer là, parce que sinon vous allez vous blesser dans l'espoir d'autre chose qui va pas vous donner. Et vous allez aller vers quelque chose qui risque de vous faire du mal. C'est pas le but. Alors que jamais je n'ai rencontré quelqu'un qui vous plaisait autant, avec une telle richesse musicale, une connaissance. Oui, mais ça peut rester un très bon ami. Vous voyez, il y a Prune qui envoie un SMS pour vous dire il manque quand même un peu de tact. Préservez-vous. C'est vrai, je trouve que... Tact, délicatesse. Oui, alors en même temps, vous dites, voilà, il est formidable, philosophe, etc. Mais bon, en même temps, attention de ne pas vous blesser, Constance, là. Parce que si vous êtes en train de vous attacher à un homme qui vous dit ça comme ça de but en blanc, ça va être douloureux. Et si en plus c'est un souci contre lequel vous vous battez depuis l'adolescence, vous dites... Attention à ne pas raviver des plaies douloureuses et essayer de faire quelque chose plutôt pour vous, là. Hein, Constance, c'est à vous qu'il faut penser dans cette histoire. Oui. Ouais. Me préserver. Ouais. Et pas aller trop vite. Gardez-le comme un ami, mais mettez un peu de distance. Ouais, mais mettez un peu de distance, parce que là, plus vous vous rapprochez de lui, et plus vous risquez de vous blesser. Ça m'ennuie, ça me soucie. Il faudrait, voilà, gardez-le si vous appréciez de discuter avec lui, continuez vos échanges, mais dans votre cœur, préservez-vous, Constance. Et puis, continuez à vous occuper de vous. Hein? Oui. Ça peut vous aider. Parce que il y a Lola qui dit, quand même, c'est joli, elle ne va quand même pas se mettre au régime pour être aimée. C'est un goujat. C'est vrai, oui. C'est la réflexion que je me suis faite. Bah oui, il y a de quoi se mettre un peu en colère. Alors, vous le faites pour vous, le régime, Constance? Oui.
Non, moi, oui. Ou pas. Je pensais pour lui plaire, oui. Oui, mais pour vous, vous le faites ou pas. Enfin, vous êtes libre, Constance. Et il y a des hommes qui adorent les femmes très rondes. Qui adorent les femmes. Mais si. Non, ça n'existe pas. Écoutez, j'en ai déjà entendu, moi. Dire qu'ils aimaient les femmes rondes. Alors peut-être vous l'avez pas croisé, celui-là. Enfin, moi, je ne suis pas ronde. Hein. Enfin, bref. Ouais. C'est l'extrême. Moi. C'est l'extrême. Bah oui. Ouais. Mais bon, ça ne m'a pas empêché, il y a 10 jours, de faire 10 kilomètres à pied. Bon. 10. Oui, en même temps, je vous sens pleine de joie et de vie. Je vous sens pas dans la souffrance. Pas du tout. Hein? Je revis, écoutez, je revis. Oui. Mais gardez cette amitié si elle vous fait du bien et qu'elle vous donne assez d'énergie pour vous aimer. Fait énormément de bien, voyez, même s'il m'a blessée, je crois que quelque part, c'est quelqu'un qui est intègre. Oui. Enfin, il me l'a dit. Essayez d'y puiser quelque chose de bon pour vous et rejetez ce qui ne vous convient pas. Faites le tri, Constance. Faites le tri. D'accord ? Bon courage, Constance. Merci, Sophie. Bon courage à vous. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. Merci, au revoir. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Bonsoir, Anna. Bonsoir. En fait, je vous appelais parce qu'il y a... Ouais, vous avez un gros souci, Anna. Oui, en fait, il y a presque 3 semaines, ma fille de 17 ans s'est fait violer. Ouais. Et en fait, depuis, elle... On vous entend pas bien, Anna. Excusez-nous. Ouais. Oui. D'accord. Et depuis, elle va très très mal. Elle reste tout le temps dans sa chambre. Elle veut plus parler à personne. C'est elle qui vous en a parlé. Comment vous l'avez su, Anna? Si, c'est elle qui m'en a parlé quelques jours après que ce soit passé. Et c'est quelqu'un de votre ou de son entourage ou... Oui, c'était... Et est-ce que vous avez pu l'aider en tant que maman dans la dénonciation, dans le soutien juridique pour le coup? Oui, on est allé elle m'en a parlé un soir et le lendemain on est allé voir la police directement et. Ouais. Et depuis, pendant toute la semaine, c'était la semaine dernière et pendant toute la semaine, elle doit aller quasiment tous les jours à la fin. Il la demandait tous les jours pour des interrogatoires ou des trucs comme ça. Et ça aussi, ça lui a fait beaucoup de mal et tout. Je pense. Vous croyez que ça lui a fait beaucoup de mal d'aller aller à la police? Parce qu'en elle avait aussi énormément peur que les policiers mettent sa parole en doute ou qu'ils ne la croient pas. Et ça n'a pas été le cas? Non. Oui, parce que normalement, sur le plan psychologique, c'est pour ça que je vous pose cette question, c'est très important pour une jeune fille d'être entendue par la justice, par les autorités, parce que c'est reconnaître l'agression. Donc ça, c'est la première chose à faire. Sur le plan déjà de la loi légale pour le dénoncer, et puis sur le plan psychologique pour elle, pour être reconnue dans son agression. Et ça, vous pensez que ça lui a fait du mal, vous? Je sais pas. Elle me disait que c'est dur. Elle en avait marre d'aller tous les jours pour parler de ça. Ouais. Et depuis, vous arrivez plus du tout à dialoguer avec elle, Anna? Elle est toujours très sèche. Ouais. Et puis, moi aussi, vis-à-vis de ça, je me sens très mal aussi parce que, quand j'avais à peu près son âge, je me suis fait violer et, qu'elle vit ça aussi à ce moment. C'est affreux pour vous et pour elle. Oui, il y a une histoire terrible là. Et Anna, ce serait bien, vous avez pensé, j'imagine, d'aller consulter un psy toutes les deux, et puis elle de votre côté, vous de votre côté, puis également ensemble, vous voyez, faire un travail à deux et chacune de votre côté. Votre agression, c'est quelque chose que vous avez un peu travaillé en cabinet, que vous êtes allé voir quelqu'un, vous en avez pu en parler, vous êtes restée très seule avec? Non, j'en avais parlé sur le coup, mais là, ça fait quelques années que, c'est pas que j'avais oublié, mais que j'avais essayé de... Ouais. Ça fait partie de mon passé. Ah oui, c'est terrible. Et l'histoire de votre fille, le réveil. Mon mari, mes 4 enfants, personne ne le sait que... Ah, personne ne le sait? Non, ils le savent pas. Et elle le sait pas, elle? Non. Ah oui, mais... Si je dois aussi en parler,
il faudrait... oui, je pense que... peut-être pas dans l'immédiat, parce que là, elle est sous le choc, mais oui, c'est quelque chose qui va devoir être dit dans la famille. Elle, c'est l'aînée, donc, votre fille, hein. Vous avez 4 enfants, c'est ça ? Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième. En tout cas, il faudrait... Et le papa, là, il vous aide avec sa fille ? Enfin, il est comme... Quel rôle il joue, là ? Parce que là, vous avez besoin de lui, là. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ne se sentent pas tellement concernés. Ah oui, ça, c'est douloureux. Parce qu'il faudrait arriver à ce qu'il le soit, et peut-être que c'est l'occasion de lui parler de vous, Anna. Ça me paraît important de le confier à votre conjoint, votre histoire, avec qui vous partagez, avec qui vous avez eu des enfants. Il ne faut pas que vous restiez seule avec ça, parce que il y a d'un côté votre fille qui est emmurée dans sa douleur et son agression, et vous dans la vôtre. C'est un peu normal que là, votre rencontre, que vous n'arriviez pas à l'aider, vous-même, vous avez des difficultés à vous aider. Vous comprenez ? Alors, du coup, pour vous, c'est difficile de l'aider. Enfin, la rencontre, elle est complexe, là, tout d'un coup. Vous avez beau être sa maman, vous vivez par un sort terrible, un destin terrible, et sans doute une histoire familiale complexe, une histoire qui se répète comme un écho. Comme si... Ben oui, bien sûr, Anna, c'est terrible. Il faut pas que vous restiez comme ça avec votre histoire et votre secret, et il faut surtout pas que votre fille reste isolée par rapport à ça. Oui. Ouais, mais et du coup, vous pensez que ce serait mieux que je lui en parle, ou que... Moi, ce serait bien que vous lui en parlez, mais surtout, allez voir le plus rapidement possible, Anna, un thérapeute. C'est une urgence. Une urgence pour vous, pour elle et pour la famille. Il y a trois chantiers, si je peux m'exprimer comme ça, à ouvrir, là. C'est-à-dire, vous, votre fille et votre famille. Il faut pas laisser la cellule familiale dans cette terrible histoire. Chacune de vous risque de s'isoler. Il y a d'autres enfants en jeu, il y a un mari en jeu. Il faut absolument que tout ça soit travaillé au sein de la famille, Anna. Restez pas toute seule. Pas toute seule, Anna. C'est trop lourd. Vous pouvez pas porter ça toute seule. Vous vous rendez compte, tout ce que ça réactive chez vous, c'est énorme. Donc, aidez votre fille, là. Vous m'appelez, vous me demandez, vous n'arrivez pas à l'aider. Je comprends que vous n'arriviez pas à l'aider, Anna. Par contre, il faut demander l'aide de votre époux, du papa. Oui. Hein ? Oui, je pense. Ouais. Restez pas toute seule, Anna, d'accord ? Pas toute seule avec ça, c'est promis ? Oui, d'accord. Ouais. Bon courage, Anna, et bon courage à elle, hein ? Merci beaucoup, Sonia. Ouais. Au revoir, Anna. Au revoir. Lady Gaga, Alejandro. Ouais, la son. Et on accueille Patricia. Bonsoir, Patricia. Oui, bonsoir. Alors Patricia, vous vouliez réagir au sujet de Richard qui peut-être nous écoute encore, avec lequel on a débuté l'émission. Richard qui est handicapé après avoir connu une vie très très active et qui aujourd'hui totalement immobilisé. Et Richard qui pour l'instant ne passe pas le cap justement de l'auxiliaire de vie. Donc vous Patricia, vous êtes auxiliaire de vie, en fait. Je suis auxiliaire de vie depuis 20 ans maintenant. Donc, je voulais simplement lui dire que on peut apporter beaucoup, et il faut qu'il fasse confiance à l'auxiliaire de vie et à tout le personnel qui peut être autour de lui pour l'aider. Mais ce que je voulais dire, c'est que d'après ce que j'ai compris, oui. Il a eu apparemment une relation intime, si j'ai bien compris, oui. une relation. Vous avez bien compris. Voilà. Alors, qui n'était pas une auxiliaire de vie, j'ai l'impression, une aide-soignante, exactement. Oui. Non, faut savoir aussi que l'auxiliaire de vie il y a des moments que lorsque les AS sont trop surchargés, on fait les toilettes, etc. D'accord. Voilà. Donc, je pense, ça peut arriver. Mais en tout état de cause, je dirais, et je pense que s'il y a d'autres personnes qui écoutent, notamment d'autres auxiliaires de vie, on doit rester professionnel. Je ne juge pas du tout ce qui s'est passé, parce que c'est vrai, lorsque l'on fait une toilette, on rentre dans le domaine de l'intime. Oui. Faut pas oublier qu'il y a donc la femme
et il y a l'homme. Et c'est vrai que c'est pas évident. Mais justement, pour pouvoir bien faire son travail, il faut que cette relation reste professionnelle, en tout état de cause. Oui. Et en même temps, est-ce que sur l'aspect auxiliaire de vie, justement, est-ce que vous pouvez développer pour que Richard comprenne, c'est-à-dire en quoi consiste, voyez, votre accompagnement ou voilà votre travail. Voilà, donc on est là pour s'occuper de tout ce qui a trait donc à la personne. Donc ça peut être de l'entretien du logement, en passant par l'administratif, en passant par les relations aussi avec les autres aidants, c'est-à-dire le kiné, parce que je pense que là, dans le cas de Richard, il doit y avoir le kiné, il doit y avoir tous les autres intervenants qu'il peut y avoir à domicile. Mais on est vraiment une aide très très précieuse. Oui. Et donc, par exemple, il y a un contact qui peut se faire sur, je sais pas, la lecture, l'échange intellectuel, bien des sûr. échanges, voilà. Ou la musique, ou la musique, ou l'informatique aussi. Ah oui. Ça peut être l'informatique aussi, c'est un outil de travail que l'on peut se servir aussi. Oui, justement, il y a un auditeur qui conseillait à Richard éventuellement de faire un compte Facebook ou de retrouver éventuellement des amis sur Copains d'avant. Voilà, c'est qui est un très oui. site. Et c'est quelque chose également sur lequel vous pouvez aider. Voilà, on peut. Mais c'est vrai que lorsqu'on rentre dans le domaine de la personne, bien sûr, ce que je veux dire, c'est que c'est normal. On rentre dans le domaine de la personne, on rentre dans la vie. Oui, mais ça crée une amitié, justement. C'est ce que je lui disais. Ça crée un lien fort. Voilà, il y a une amitié, mais voilà. c'est aussi à la personne, donc que ce soit l'auxiliaire de vie ou l'aide-soignante, de savoir poser les limites en tout état de cause. En tout état de cause, il faut mettre des limites. On doit rester professionnel justement pour bien faire son travail. Pour qu'on soit bien dans une relation d'aide, c'est ça que vous voulez dire, Patricia. Voilà. Mais ça peut se comprendre parce que on rentre vraiment dans l'affect de la personne. C'est un travail qui est très un travail qui est très gratifiant, je dirais. Ouais. Mais faut vraiment poser ses limites. Oui, c'est bien, Patricia, que vous nous ayez appelé ce soir pour nous parler de ça. Bon courage à Richard, oui. Et qui ne se désespère pas et qui justement qui fasse confiance, qui refasse confiance, qui puisse refaire une autre tentative. Oui. Et il faut savoir aussi une dernière petite chose qu'il y a c'est pas depuis longtemps, mais qu'il y a des auxiliaires de vie hommes. Donc il peut aussi essayer peut-être d'établir cette relation avec un homme parce que là il sera d'égal à égal. Très bonne idée. Merci beaucoup, Patricia, pour vos conseils et merci encore pour votre appel. Merci beaucoup. Merci, voilà. Il est bientôt... Alors ça, c'est très très touchant à la réalisation. Fabrice, Fifi, Quentin, Théo, Rémi, tout le monde est là. Et oui, c'est mon anniversaire. Oui, bon anniversaire, il est Sophie. 1h du matin en direct sur Europe 1. Merci, vous êtes des amours. Je suis très touchée. On se retrouve demain et tout de suite, le flash vous est présenté par Rémi Ferreira.